sujet de la destruction non créatrice. Mais le nombre d'invités de podcasts qui en parlent, tu vois, je sais pas si tu suis un peu, il y a des podcasts assez cool aux US, Diary of a CEO et d'autres. Et ils invitent, j'ai l'impression qu'un invité sur deux parle de l'IA et de la destruction de jobs, quoi. Ah ouais, mais je comprends que ce soit une inquiétude, tu vois? Après, je pense que comme souvent, quand il y a des ruptures technologiques, on y va à fond, surtout aux US et après on va en revenir un peu pour ça trouver un équilibre autour des 30, tu vois? Si tu regardes un peu les réseaux sociaux notamment, ça a pas on n'est pas tous devenus des zombies qui se notent toute la journée comme, Black Mirror ou d'autres trucs voulaient nous faire comprendre, tu vois? Maintenant, est-ce que ça a eu un impact, sur la vie des gens? Oui. Est-ce que ça a eu un impact négatif? Probablement aussi dans une certaine mesure sur certaines tranches de population. Ouais. Et je pense qu'on va y revenir, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on y est un peu fort, tu vois? Et aux US, là, en face du bureau d'Aircall, tu as une boîte, je sais plus comment elle s'appelle, et alors ils ont surfé le bad buzz, tu vois? Mais c'était, Stop Hiring Humans, point. Ouais, c'était Tu vois? ça, ouais, j'avais vu cette pub limite sur Times Square ou je sais pas où, Stop Exactement, Hiring ouais. SDRs, euh, Hire an AI SDR, enfin, comment Exactement, ça a tu vois? été reçu là-bas? Parce que nous, on a l'impression que, en fait, ici en France, enfin, tu peux pas faire ce genre de choses, alors que là-bas, Bah, ça a quand même créé un gros bad buzz, hein, même aux US. Ça fait peur aux gens, même à Times Square, même, dans la tech, même machin. Je pense que pour en avoir discuté un peu en interne, les gens qui ont lancé ça, ils cherchaient surtout le bad buzz à faire parler d'eux et ça a marché. Enfin, le fait est que j'arrive pas à me rappeler du nom de la boîte, donc est-ce que ça a marché si bien que ça? Je sais pas. Mais vraiment cette question-là, tu vois? Et du coup, c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a forcé plein de boîtes à se positionner sur: «Est-ce que vous aussi, vous allez remplacer des humains?» Tu vois? Et notamment Aircall, qui est notamment dans le VoIP et tout ça. Est-ce que vous aussi, vous allez mettre des agents IA qui vont remplacer les humains et en fait, à ouais. la fin, mes équipes support, elles vont dégager, il y aura plus que des gens qui vont prendre des calls? La réponse a été non, tu vois? On a fait des blog posts, notre CRO, notre CPO ont fait des blogs, notre CEO aussi, là-dessus. On est plutôt dans le rendre l'humain plus efficace, ce à quoi tu pourras argumenter que rendre un humain plus efficace revient aussi à détruire des emplois d'une manière un peu différée, parce Mm. qu'un humain va faire le taf de 5, 6, 10 personnes éventuellement si tu lui donnes les bons outils. Mais l'idée, c'est pas du tout, de faire tourner des agents IA, et que ça, quoi. Par contre, c'est Ouais, mais intéressant de voir que ça part là. c'est un peu ce qui se dessine. Là, pour le moment, enfin, personne peut prédire. Mais t'as l'impression que on est sur une sorte de vision un peu où d'un côté, tu as l'IA qui fait tout, enfin la vision Sam Altman, tu as l'IA qui fait tout et nous, peut-être qu'un jour, on aura accès à l'Universal Basic Income et on pourra se détendre comme c'était la promesse de la technologie il y a quelques centaines d'années. Mmh. Et tu as la vision plus Elon Musk, la vision Neuralink, où en fait, c'est l'humain augmenté, on va nous mettre une puce dans le cerveau, il faut essayer d'interagir un peu avec l'intelligence, pas trop être teubé. C'est la vision aussi que défend Laurent Alexandre, beaucoup en France. Il a sorti un bouquin là sur l'éducation, c'était quoi? C'était ne faites pas d'études, sauf si vous faites Polytechnique. Ne faites pas d'études. Provocateur aussi, mais pour vous dire. Et alors, il est en train de passer dans tous les plateaux télé à raconter à tout le monde que faut absolument pas envoyer ses enfants en fac de sociaux ou d'histoire, c'est du gâchis, il faut leur faire des startups. Et c'est la vision contraire, quoi. C'est la vision humain augmentée dans laquelle on se dirigerait. Ça doit mener des débats intéressants, ces discussions-là. Ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce qui se passe. Et, euh, et on accueille petit à petit dans le chat certaines personnes. Bonjour à vous tous. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je suis Mehdi, le cofondateur de TPC. Je suis avec Adrien, Product Director chez Aircall. Adrien qui a migré à New York il n'y a pas très longtemps, mais était chez Aircall depuis quoi maintenant? 4-5 ans? 3 ans et demi. Ça j'ai 3 ans et l'impression que demi. ça fait, Ouais, 10 ans, mais 3 ans et demi, ouais. ouais, ouais. Ouais, ça passe super vite. Ça passe super vite. Et Adrien, avec qui on a eu l'occasion d'échanger pas mal sur du produit et aussi sur du recrutement, étant donné qu'on a eu le plaisir de bosser ensemble euh, pour staffer les équipes d'Aircall. Et nous aussi, on a voulu mettre un titre provocateur à ce webinaire, la méthode Aircall pour recruter des PM top 5%. Mais je pense que bon, c'était évidemment pour attirer du monde, mais c'était surtout aussi pour refléter le mindset de l'écosystème en ce moment, euh, vis-à-vis des jobs product, mais pas que, aussi vis-à-vis des jobs design et tech, évidemment.
Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu librement de ça. Qui recrute un peu ou qui manage des products? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si vous recrutez en ce moment ou si vous managez. C'est quoi votre mindset? Qu'est-ce que vous essayez de déceler chez un profil product? Euh, voilà. Adrien, merci d'être là. Tu peux peut-être, je te laisse un peu te présenter, nous dire un peu c'est quoi ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui chez Aircall. Bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Adrien, je suis toulousain. D'origine, j'ai fait des études classiques d'ingénieur, à savoir bac S, classe prépa, grande école, etc. Je me suis pas forcément reconnu dans l'industrie telle que aérospatiale, telle que j'avais prévu, dans laquelle j'ai prévu d'aller. Et en fait, l'entrepreneuriat m'a vite beaucoup plu et je me suis un peu posé la question de qu'est-ce que je peux faire dans ce monde où en fait, tu fais un peu tout, tu fais un peu rien. Il faut du bon sens et un peu tout ça et en fait, le produit, c'est quelque chose dans lequel je tombe un peu par hasard via un stage, notamment dans une start-up qui d'ailleurs a fait faillite pendant que j'étais en stage là-bas et je me suis dit: «Putain, c'est quand même vachement sympa ce job». Tu un peu avec les ingés, tu un peu à te poser des questions, il y a une petite fibre design, une petite fibre business, c'est quand même pas mal pour apprendre et avoir de l'impact et donc j'ai commencé là-dedans et j'ai rejoint une boîte, une ETI, rentable à l'époque, qui s'appelle le groupe Faubourg, dans laquelle j'ai été le 1er PM et après Head of Product. On a construit les équipes et j'ai passé 3 ans et demi là-bas et après 3 ans et demi là-bas, j'avais fait un peu le tour et je suis rentré chez Aircall en tant que Head of Product. On était 5 Head of Product à l'époque, c'était fin 2022 quand la tech avait, on va dire, pris un peu le ballon et qu'on se disait, «Dans 1 an, on sera, 3 000, on fait une IPO, on va tous devenir riches, ça va être super» et en fait, ça Ouais. s'est très, très vite, corrigé. Donc on a eu une année un peu difficile, avec recherche de profitabilité, ce qui je pense est un peu ce qui a été le lot de beaucoup de personnes ici, même dans ce chat et hem et là, ça fait 2 ans que la boîte est rentable et on est sur une très bonne trajectoire et j'ai déménagé à New York il y a maintenant, 9 mois de ça. Je suis arrivé en février 2025 et je gère une équipe de 7 PM, aujourd'hui avec un scope qui comprend les intégrations, qui est un gros sujet chez Aircall, mais aussi, des stacks un peu plus techniques comme la call quality ou le provisioning de numbers, de numéros de téléphone qui est un sacré sujet et toute l'expérience administrateur avec, tout ce qui est la plateforme de revenus, les analytics, les user and permission, l'authentification et cetera donc on s'ennuie pas en tout cas. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Certains sont en poste, d'autres en recherche. Euh, Peut-être que vous êtes même à l'écoute si vous êtes en poste. Dites-nous un peu, enfin, qu'est-ce qui est difficile en fait lorsque vous êtes à l'écoute ou active ou passive. Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est lire le marché, comprendre la visibilité? Est-ce que c'est avoir des entretiens? Est-ce que c'est les cas qui sont compliqués? Est-ce que c'est closer, avoir une offre, identifier les bons postes? Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui pour vous? Quelles questions vous vous posez en tant que chercheur actif ou passif d'ailleurs? Euh, et on essaiera d'aborder ça. Donc ouais. Et puis toi, tu as connu, en fait, Adrien, tu as connu plusieurs vies hein, chez Aircall. Aujourd'hui, vous êtes plus vraiment une startup française, vous êtes plutôt franco-américain, je crois, avec un CPO qui habite à San Francisco, qui est américain. Tout à fait. On a eu un leadership très européen qui était un mix de Français, d'Espagnols, mais surtout des Français jusqu'à fin 2023. Donc j'ai connu ça pendant 1 an. Et fin 2023, on est passé sur un leadership complètement américain avec un CEO américain à Seattle, un CPO américain à San Francisco, un CTO américain à San Francisco. Et maintenant, en fait, tout le COMEX de la boîte, ce ne sont que des Américains. Il y a 2 Français, dont le CRO, mais les 2 habitent, à New York, si tu veux. Donc, c'est quand même très américain. En fait, ça a énormément influencé la manière dont on recrute aussi et qu'on cherche les gens et on voit les talents, on perçoit les talents dans la boîte et je pense que ce sera intéressant d'en parler, mais, on a connu un peu ces 2 mondes-là et c'est, très différent, très, très différent l'un de l'autre. Ouais, bah, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Tu mets les pieds dans le plat. Et en fait, c'est une philosophie du recrutement qui, euh, qui est très propre au scale-up. Euh, bon, lorsqu'on est allé deux, trois products dans une boîte et je
viens de faire peut-être ton seed ou ta série A, tu n'as pas encore t'as pas encore le volume d'affaires ou de squad. En vrai, tu recrutes quand même tu recrutes pas sur profil, tu recrutes pas sur besoin particulier. Je sais pas, moi, tu vas recruter, par exemple, tu veux lancer une nouvelle activité, une nouvelle verticale un peu connexe, tu vas recruter un product qui a un peu d'expérience sectorielle ou qui est proche des questions de growth et de go-to-market. Tandis que vous, on est sur une philosophie du recrutement qui est différente. On est sur un truc où, en fait, on ne recrute pas pour des squads en particulier. Recruter pour des squads, c'est un peu fini, quoi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est un peu ça déjà le mindset à la base, quoi? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que quand on était sous leadership français jusqu'à fin 2023, on visait un recrutement qui était très classique, je pense, et que beaucoup de gens dans le chat ont aussi, c'est-à-dire, voilà, on a un besoin d'un PM qui fasse ça. Les skills enfin les compétences qu'on cherche, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Il faut au moins qu'il ait 1, 2, 3 et 4, 5, c'est du bonus. Et on va se mettre en recherche. Le problème de ça, en tout cas ce qu'on en a vu, c'est que étant donné que le marché des PM, notamment en France, c'est pas non plus quelque chose d'immense, ou du moins pas dans la même étape pas dans la même mesure qu'aux États-Unis. On avait du mal à trouver des candidats qui, aient les expériences qui tiennent la route, 2, aient les skills dont on ait besoin, et 3, en plus, soient bons, et le bon mindset. Et en fait, ça nous a mené parfois à des recrutements ratés parce qu'on a priorisé un profil ou des compétences techniques, du moins sur le papier, à un état d'esprit, à une capacité à s'adapter à un fit avec Aircall. Et en fait, ça nous a joué des tours. Tu vois, un exemple, à un moment, on a recruté, on avait besoin de PM sur une partie stack téléphonique VoIP, et on a recruté une personne qui avait 25 ans chez Vodafone en Espagne. Tu vois. Ouais. Sur le principe, nickel, expérience telco, machin, tout bien. On avait un petit doute sur est-ce que passer 25 ans chez Vodafone, qui est l'équivalent espagnol de Orange ou AT&T aux US, est-ce que passer chez Aircall, ça va pas un peu être un peu sport, tu vois. Bah, ça l'a été. Installer Teams, elle avait l'habitude de Teams, Slack c'était compliqué, ça marchait pas, on n'était pas sûr, ça allait trop vite, la prise de décision, etc. En fait, on a dû y mettre fin assez vite, tu vois. Et sous l'impulsion du leadership américain, on a complètement changé ça. On est passé sur un truc complètement différent où là, en fait, presque on ne cherche plus de skills techniques. La question, c'est est-ce que tu es la bonne personne pour rejoindre mon équipe? Est-ce que tu es un des numéros 10 avec qui moi je vais aller changer le monde, tu vois? Et après, s'il faut que tu apprennes la stack techno, des flux RSS, du VoIP, de l'IA, en fait, ça s'apprend. Si tu es bon et que tu as envie, ça s'apprend. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu as privilégié limite tu vois, la CPU, quoi, la capacité de quelqu'un à apprendre très très vite et à être plutôt smart, à avoir envie. Et tu sais que vous avez probablement un playbook pour onboarder cette personne, pour la faire monter en skills. Tu sais que ça va apprendre très vite. Et qu'en fait, ça va se répercuter sur absolument toutes les dimensions, quoi, de l'apprentissage du produit, de l'orga, des nouveaux outils, etc. Et du coup, bah, tu as moins besoin en fait, d'expérience sectorielle. Ouais. J'imagine que c'est un peu En fait, comme ça que vous réfléchissez à la chose, quoi. ouais, c'est pas tant qu'on ne veut plus d'expérience temps réel, c'est plutôt qu'en fait, quand je te disais les compétences 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, c'est des prérequis, en fait, tout devient du bonus. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu as une expérience connexe, tu as bossé chez un compétiteur, tu connais un peu le marché, et cetera, génial. Maintenant, on va pas venir te bloquer en tant que candidat parce que tu l'as pas. On va se Ouais. poser la question de est-ce que tu vas tout faire pour impacter? Est-ce que vraiment je vais pouvoir te faire confiance pour avoir ça, tu vois? Et en fait, le corollaire de ça, si tu veux, c'est qu'on a un process de recrutement qui est ultra dur. Franchement, il est dur, tu vois? Je pense à tous les candidats, même à ceux qu'on a recrutés, ils sont passés par un truc qui est vraiment long. Tu as 6 ou 7 étapes. Tu as 2 cas en live et on pourra éventuellement y revenir si ça t'intéresse, tu Ouais, vois? Mais l'idée, clairement. c'est tous ces process-là, en fait, ils vont venir mesurer un fit avec l'entreprise, certains prérequis. On a quand même quelques prérequis. Par exemple, il faut pouvoir bosser en anglais toute la journée, parce qu'on a des Américains, des Anglais, des Espagnols, des Allemands et en fait, si tu as pas un très bon niveau d'anglais, ça va être compliqué de bosser correctement. Des qualités de réflexion, mais une fois que tu as ça, si tu veux, on va pas venir te bloquer parce que tu as pas l'expertise sur, je sais pas, construire des dashboards, Power BI, Analytics, alors qu'on cherche quelqu'un pour ce poste-là. Ok.
Il y a Tyler qui nous dit Hello, on est parti sur un podcast. Oui, Tyler, on est parti sur un mode podcast. Installe-toi, ça va être cool, tu vas voir, ça va très très bien se passer. Peu d'offres, rare d'avoir de la visibilité exacte sur pourquoi non. Alors, Christophe, je te rassure, c'est le cas d'à peu près 90% des gens avec qui je discute. Pas de visibilité sur pourquoi on nous a dit non, des process à rallonge, un marché qui est un peu à l'arrêt, des boîtes qui ont du mal à donner du rythme. Et ça, c'est très, très vrai. Ça, c'est très vrai pour tout le monde. Et il y a plein de raisons sous-jacentes à ça. Une des raisons, c'est que il y a aussi de l'incertitude, hein, en vrai, du côté des boîtes. Elles ne savent pas si elles vont réussir à lever cette série A ou cette série B qui va débloquer les fonds et qui va ouvrir des nouveaux projets, des nouveaux besoins en recrutement. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a un vrai attentisme. On fait gaffe à essayer de ne pas se tromper. Je pense que tous les fonds d'investissement mettent la pression sur le recrutement, sur le recrutement du 10 times engineer, 10 times product. Ils voient tous ces modèles un peu Lovable, Cursor, on en parlait avant avec toi, Adrien, qui font Mercor et ce genre de boîtes qui font des volumes d'affaires pas possibles avec 10-15 ingénieurs et ils se disent OK, moi aussi je vais répliquer ce TRI. Donc, tu as tout un environnement qui favorise ça. Pour vous donner un peu de visibilité sur ce qui se passe en coulisses, les investisseurs, c'est hyper intéressant. Lorsque vous êtes sur une boîte, regardez un peu qui investit et quelle est sa philosophie d'investissement, qui sont les partenaires, etc. Parce que c'est hyper intéressant ce qui se passe en coulisses. Et vous verrez que souvent, en fait, ces investisseurs-là, UK, US et de plus en plus en France, ont beaucoup, ont beaucoup investi en interne dans des cellules de recrutement et eux aussi se mettent non pas seulement à investir, mais aussi à recruter, à créer leur propre communauté product et tech pour pouvoir fournir leur portfolio de startup. Donc voilà, il y a plein de raisons sous-jacentes à ça. Et du coup, marché tendu, en effet. Donc ouais. Donc toi, tu nous dis que philosophie un peu de recrutement française, ça va être plutôt sur besoin et on va essayer de trouver quelqu'un qui a déjà réalisé, a déjà fait, a déjà prouvé, versus philosophie US, qui est pas seulement partagée par des startups US, mais aussi par des startups françaises avec des founders qui ont fait un tour dans la Silicon Valley, qui ont fait le Y Combinator ou qui sont dans des accélérateurs un peu avec un état d'esprit US, quoi. Une philosophie de recrutement plutôt sur profil, bah ouais, c'est parfaitement ce qu'on retrouve ici chez TPC. Vraiment, c'est parfaitement ce qu'on retrouve. Tu as mis le focus sur plusieurs choses. Tu as parlé de l'impact. On a eu un gros webinaire la semaine dernière dessus. Tu as dit que, en gros, tout au long du processus de recrutement, il fallait montrer un peu que tu avais une vraie capacité d'impact, et que toi, tu pouvais te reposer en fait sur ces personnes-là par la suite et leur faire confiance pour faire leur propre choix. Déjà est-ce que tu peux expliquer d'où vient ça? D'où vient cette réflexion? Oui, tout à fait. Alors, sur la capacité d'impact, je vois beaucoup de questions aussi là-dessus sur comment le mesurer et un peu plus sur le processus. Donc je pense qu'il faudra qu'on en parle après, Mehdi. Mais sur la mesure d'impact, j'en suis un peu revenu, je t'avoue, notamment avec les Américains, parce que tous les Américains te disent: «Dans ma boîte d'avant, j'ai monté un projet qui a ramené, X millions à ma boîte» et cetera et en fait, tu as aucun moyen de le mesurer et tout le monde fait ça et au final, en tant que recruteur, je te parle juste de mon expérience très perso, en fait, au final, tu t'accordes plus d'importance à ces chiffres-là que les gens te donnent parce que parce que ça n'a plus aucun sens et que j'ai aucun moyen de savoir si effectivement chez AWS, tu as rapporté, 2 points de marge, comme, les 25 personnes que j'ai vues avant qui m'ont dit la même chose, tu vois? Donc, je pense que mesure d'impact, c'est très bien, mais ça doit s'accompagner aussi d'une manière de présenter les choses qui et c'est ça, je pense qu'on en parlera aussi là-dessus dans l'entretien, une manière de présenter les choses qui montre qu'en fait, tu racontes pas des conneries et surtout que tu sois capable d'expliquer ça. Parce que juste donner des chiffres, en fait, ça sert à rien et limite, ça peut te desservir parce que tu as l'impression qu'en fait, tu racontes des conneries et que tu essaies de te survendre. Ouais, c'est assez intéressant. Et tu vois, je trouve qu'on n'en est pas encore, on n'en est pas encore là, hein. Ici, nous, les entretiens qu'on fait passer, t'as pas vraiment de product qui te donne, enfin,
qui te donne des chiffres aussi précis sur la mesure de l'impact. Donc, c'est déjà plutôt intéressant. Toi, comment est-ce que tu vas justement chercher si une personne dit vrai, ou en tout cas, comment est-ce qu'une personne te sauce sur son impact sur sa boîte précédente? Il y a plusieurs manières de tester ça. La première, c'est tu poses la question de l'impact et déjà si elle te dit: «Non, non, j'ai pas de chiffres» ou «Non, j'ai pas été capable de mesurer mon impact», c'est quand même un signal d'honnêteté. La personne, elle est capable de prendre un coup, on va dire, dans son entretien pour rester honnête avec toi et ça, c'est malgré tout, je trouve un signal qui est en général positif. Et sinon, quand tu viens gratter un peu, tu vois que ça flotte un peu. Tu dis: «Mais attends, comment, je sais pas si je reprends l'exemple d'AWS, AWS a fait tel chiffre, comment tu as été capable de me donner ce chiffre-là? Est-ce que tu l'as inventé?» Et là, en général, tu vois dans les 3 minutes si la personne est capable de dire: «Bah non, parce qu'en fait, PNL machin, le produit tant, ça fait tant de ventes. Si j'avais pas pris cette décision-là, ça aurait fait ça. Donc en fait, la somme, c'est tant», tu vois? Alors évidemment, il y a toujours des arrondis, c'est jamais un PM tout seul qui rapporte, ou qui a un impact, il y a des ingés, il y a du design et cetera, mais tu vois si la personne est capable de l'expliquer ou pas. Et Mm. un deuxième aspect, qui touche pas forcément à cette mesure d'impact-là, c'est de tester un peu je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'honnêteté de la personne. Il y a des questions comme ça que je pose tout le temps en entretien et c'est peut-être les questions qui sont les plus importantes pour savoir si le candidat il va passer au stade d'après ou pas. C'est, pourquoi on se parle, tu vois? Par exemple, qu'est-ce qui fait que, tu es dans ta boîte depuis 1 an, pourquoi on se parle? Et là, j'attends une certaine franchise. On part du principe que, en tant qu'entreprise qui recrute, on te doit franchise et d'ailleurs on essaye, je sais plus qui avait posé la question, le plus souvent possible de donner les vraies raisons, du refus. Bah, tu as raté tel cas ou ce candidat-là était mieux ou, tes attentes salariales étaient pas alignées avec ce qu'on était prêt à payer par exemple et on attend aussi la même chose des candidats et en fait en général cette question-là de, pourquoi on se parle, tu vois très Ouais. vite si la personne va être honnête. Il y en a qui m'ont dit: «Bah, écoute, je l'ai pas mis sur LinkedIn encore, mais en fait je me suis fait virer il y a 3 semaines». Et là, j'ai besoin de retrouver un job parce que 1, 2, 3, 4, 5, tu vois? Et ça, c'est une très bonne réponse et à aucun moment on a nous, disqualifié un candidat parce qu'on s'est dit: «Waouh, il s'est fait virer, c'est qu'il doit pas être bon, machin et tout ça». Ça, c'est notre réflexion à nous, dans notre contexte à nous à Aircall et par contre, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est une certaine franchise, tu vois? Et ça, il y a plusieurs questions comme ça que tu peux poser, où tu vas sentir si le candidat, il est honnête avec toi et s'il l'est pas, nous, c'est quasiment systématiquement un red flag. Ouais. Tu sais, en France, personne ne s'est fait virer. Personne, aucun candidat ne va jamais te dire je me suis fait virer. Ça Je trouve que c'est n'existe dommage, pas. tu vois? Ouais, et c'est dommage, mais cette réponse, elle est tellement connotée négativement qu'en fait, c'est vraiment dur de partir là-dessus. Alors que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mettre un peu de l'honnêteté. Et tu vois, Et, c'est pas, et- et c'est enfin, la tech, ça a des hauts, ça a des bas, c'est pas parce que tu t'es fait sortir d'un projet que tu es mauvais, en fait, mais tellement loin de 14 là. mois, je crois que c'est la moyenne en France, c'est la moyenne CDI sur un projet tech. 14 mois. Oh putain, Et donc, tu c'est vois? rien. Et donc, les candidats doivent se rendre compte de ça. Et pareil que les boîtes, moi, quand j'ai des boîtes qui recrutent et qui me disent oui, dans son CV, il n'y a pas 3 ans ici, il y a pas une expérience ou deux significative, je leur dis non, mais les gars, enfin, c'est 14 mois la moyenne, on va se calmer. 3 ans, un cycle de vie entre deux levées de fonds, c'est 16-18 mois. Euh, c'est pas ça qu'il faut regarder, quoi. Non, nous moi, je vais commencer à tiquer vis-à-vis de ce truc-là. Je vais commencer à tiquer si les 3-4 dernières expériences, elles sont à moins d'1 an, tu vois? Là, tu peux te dire: «Ah, là, il y a quand même un pattern». Tu Ouais, peux vraiment ne pas avoir de chance et 4 fois d'affilée avoir des galères, mais en général, c'est qu'il y a quand même quelque chose, un candidat qui a tendance à pas délivrer ou qui a tendance à vouloir, pas griller les étapes, on va dire et pas se faire de vraies expériences dans ce dans quoi il a bossé. Donc ouais. au-delà de ça, c'est pas un sujet. Ok. Bon, revenons un peu sur le site du live. PM 5%. De quoi est-ce qu'on parle? Vu qu'on parle de recrutement sur profil, donc forcément, vous allez forcément essayer de trouver les meilleurs, mais dans votre contexte à vous. Euh, Toi, de ton côté, ça veut dire quoi? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de PM top 5%? Il y a, il y a des prérequis et il y a ce qu'on va tester. Sur les prérequis, il y a des choses quand même malgré ce que j'ai dit, il y a des choses sur lesquelles si le candidat les a pas, en fait, on ne peut pas, le considérer sérieusement. Tu vois? Il y a la capacité d'anglais, c'en est une. On s'est fait avoir avec alors pas avec des candidats, mais plutôt des freelances où en fait on a dit: «Ouais, c'est bon, il sait parler anglais». Le mec est arrivé, il a commencé à dire 3 mots, on s'est dit: «En fait, ça va être compliqué». Ça peut vraiment impacter ton travail et hem et après le reste, on va venir tester sur vraiment un mindset, tu vois? Donc
la manière dont on teste ça, il y a des entretiens de fit, on va dire avec le manager qui va gérer la personne, où là on va tester la transparence, l'honnêteté, le drive et cetera. C'est là qu'en fait tu te testes vraiment, enfin la question à se poser c'est vraiment est-ce que je ferais, un triathlon avec cette personne-là? Est-ce que je vais dans une mêlée, au rugby avec cette personne-là? Et en fait d'un point de vue mindset, c'est vraiment pas si différent en fait, le taf du sport co. Que ce soit handball, rugby, Mmh. foot ou autre, tu vois? Après on a, nous on va tester la capacité de réflexion, on a 2 cases en live et c'est pour ça que je te dis que le recrutement il est long pour les candidats, tu vois? Tu as 1 heure avec le hiring manager, tu as 1 heure de case d'abord sur un truc qu'on appelle nous Product Sense, où là, ça on va tester ta capacité de PM à pitcher un produit, à penser une expérience, à discuter des users, à penser un peu stratégique. Et pour revenir à une question que j'ai vue de Magali, il y a aucun bloquant sur aucun marché. Je sais pas si toutes les boîtes sont comme nous, mais nous, que tu travailles dans le travel, que tu travailles dans, l'IA, que tu travailles dans le cloud, et cetera, en fait, on s'en fiche. Nous, on va venir tester ta capacité à penser un produit, à le pitcher et à être excité par ce que tu vas construire. Ça, c'est le premier. Sur le Product Sense, tu demandes aux products de venir avec leurs propres produits qui vont pitcher ou c'est vous qui donnez On donne pas, par contre, les gens en général le savent pas tant qu'ils arrivent pas dans le cas, quoi. C'est, «Salut, bonjour, moi c'est Adrien, on va passer 1 heure ensemble sur un cas, live et cetera. Ouais. 1re question, trouve un produit, software, hardware, n'importe, qui te fait kiffer et vas-y pitch le moi et ce serait quoi les nouvelles features que tu ferais dessus et pourquoi et qu'est-ce que tu penses du go-to-market?» Et on a eu de tout. On a eu, l'appli Mais mail de quoi, ouais. Apple, on a eu, les Oura Ring, tu sais, c'est les espèces d'anneaux de bagues là qui, prennent Ah tes oui, métriques, ça cartonne ça aux US, de santé. ouais, On les a bacs eu, santé. Ouais. et en fait, c'est assez révélateur aussi de la personnalité du candidat, le produit qu'il va choisir. On a eu des gens qui nous ont fait du hardware, je sais plus, il y en a qui m'a dit: «Bah tiens», il était sur la table là, il m'a dit: «Bah tiens ma gourde», voilà par exemple, j'adore ma gourde et il a fait un super product sense par exemple, parce qu'il nous a parlé des features, de pourquoi, et cetera et c'était hyper intéressant, tu vois? Ouais, Donc tu as des cas comme ça. On peut pas demander à les préparer en avance parce qu'avec, ChatGPT et tous ces LLM en ouais. fait, Et ça, on c'est un aurait vrai sujet de ChatGPT pour les évaluations. ouais, Tu fais encore des cas écrits, toi? non. Non, non, non. Ouais, On peut plus peut-être pas. et d'ailleurs on essaie de faire un peu attention aux patterns. Il y en a des patterns, hein, pour voir les gens qui font ça en général, ils vont répéter tes questions, ils prennent des notes à Ouais, l'ordinateur, ouais, et ils prennent à peu près 5 à 10 secondes pour te répondre correctement et les réponses sont un peu toujours vanilla, classique, tu vois? Ça, ouais, on a déjà j'ai vu sorti des qu'il y avait, candidats comme ça, hein. il y avait une sorte de add-on, là, je sais plus comment ça s'appelle, Interview AI, qui écoute en parallèle et qui te donne les réponses en même temps et tu vois les gens en visio qui sont comme ça en train de dire leurs réponses. Ah, C'est un vrai phénomène. ça se voit, on a sorti des candidats à cause de ça, hein. Et OK, OK. Donc Non, et sur le Product Sense, du coup, sur le Product Sense, hyper intéressant. Toi, c'est quoi une mauvaise réponse et c'est quoi une bonne réponse? Tu vois, pitch-moi un produit, c'est quoi une mauvaise réponse? C'est quoi une bonne réponse? il y a alors sur le choix du produit, il y a aucune mauvaise réponse possible. En fait, la mauvaise réponse, c'est galérer à donner des réponses, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'un mec qui va te dire: «Oh là là, d'accord», déjà, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer l'incertitude et juste le fait de se faire challenger en live et ça, c'est quelque chose aussi qu'on mesure avec ce cas-là, tu vois? Il va Mmh. dire: «Oh là là», qui va mettre, je sais pas, 3 bonnes minutes à me trouver un truc et qui va finalement tomber sur son téléphone ou sur l'ordinateur ou ses AirPods. Ça patine, C'est pas un c'est très pas bon serein, quoi. signal et après, en Ouais, général, tu le vois dans les questions d'après, et pourquoi tu as choisi tes AirPods, c'est quoi toi la valeur que tu en trouves, pourquoi pas des écouteurs avec des fils et cetera et c'est là que tu vois si le candidat il est capable c'est quoi la prochaine feature que tu devrais avoir sur les AirPods par exemple et là, c'est là que tu vois si le candidat il est capable d'extrapoler son raisonnement et d'imaginer ce qui pourrait être l'après, ce qui est un truc qui est essentiel, du job de PM, tu vois? Et des mauvaises réponses, c'est des candidats qui galèrent un peu à donner ces réponses-là, presque du tac au tac. ouais. OK, OK. Et hem et et ce qui ouais et donc tu as parlé de 2 cas de figure, excuse-moi, tu as parlé de 2 cas de figure, tu as parlé de 2 cas de 2 case study, pardon. Tu Ouais, as parlé ouais, du ouais. Product Sense et tu as parlé d'un deuxième. Oui, un CAC, qu'on appelle plutôt, j'ai oublié le nom qu'on lui donne, mais c'est un cas vraiment lui, pour le coup, c'est un cas, business. C'est-à-dire, on va te mettre en position alors c'est très, grosse product dans le sens où, tu vois, un cas typique et ça change, on en a plusieurs, ça va être, TPM chez, Shopify.
Tu es responsable du flow d'onboarding et ton taux de conversion est en train de chuter de manière régulière sur les 6 derniers mois. Pourquoi? Diagnostique-moi le problème et dis-moi pourquoi ça marche pas. Et là, on va venir. Alors, c'est beaucoup plus terre à terre. Encore une fois, c'est un cas en live d'à peu près 1 heure avec un panel de 2 à 3 PM de l'équipe qui font passer le cas. Et là, on va mesurer la capacité du candidat à se poser les bonnes questions, avoir un sens business, jongler avec des datas qui sont toujours importantes dans le SaaS, à savoir MRR, ARR, taux de conversion, net rétention, enfin un peu ces trucs-là, churn, voir s'il est à l'aise avec ça et voir un peu sa réflexion. Et ah d'accord, bah alors si j'ai mon process de conversion qui arrive, est-ce que par exemple le volume en haut du funnel, est-ce qu'il a changé, tu vois, par exemple? Donc là, nous, on va apporter des réponses, et cetera, et petit à petit, on va aller guider le cas, un peu comme, je repense aux classes prépa, un peu comme une colle. Et encore une fois, il y a pas de mauvaise réponse, c'est plutôt la qualité du raisonnement, la vitesse à laquelle les réponses sont données, si tu veux, qui font qu'on va voir si le candidat, il passe ce cas-là ou pas, quoi. Et on considère que Yeah. si le candidat, d'ailleurs, s'il passe pas le product sense, il a pas ce cas-là, hein. C'est vraiment, il faut que toutes les étapes soient passées avant d'arriver là. Ouais. S'il a le product sense et s'il a ça, et qu'il y a un fit, en fait, en général, il y a 99% de chances que ce soit un bon candidat pour nous. Il y a, il y a, il y a plusieurs questions sur le mindset, sur est-ce que c'est grave ou pas de pas répondre à une question. Parce que moi enfin, je pense que c'est important qu'on prenne un peu du recul et qu'on parle un peu de quel est le mindset chez Aircall. En fait, je pense que si vous faites passer tous ces cas-là, si vous posez ces questions-là, c'est parce qu'à l'origine, il y a un mindset, il y a une façon de bosser, il y a une façon de faire du produit qui est très propre à Aircall. Nous, on l'a vu quand on recrutait ensemble. Enfin, en vrai, c'est pas si propre à Aircall que ça. C'est très propre au scale-up. Euh, qui est, si je devais résumer, tu me dis, Adrien, je pars sur ton contrôle, mais c'est un peu chaotique. Tu es autonome, en fait, dans ta façon de faire. Tu es indépendant. Même si tu es un product de 4-5 ans d'XP, tu as un N+1, mais c'est à toi de faire pas mal de choix. C'est très business impact, quoi. Un peu, enfin, ce qu'on demande dans les scale-up, en particulier les scale-up US, Ouais, et aussi les réflexes cognitifs, quoi. Enfin, on va pas se mentir, l'intelligence des gens avec qui tu discutes. Enfin, quand on recrutait ensemble, je regardais un peu les équipes data, les équipes product, les équipes tech. Enfin, c'est quand même la densité de talent est quand même assez violente. Et donc, c'est un troisième facteur qui est vachement, vachement important dans les entretiens que tu fais passer, dans les jeux que tu regardes. Donc, tout ça, ça te donne un peu un socle euh, qui fait que bah, tu essaies de déceler ça chez les personnes. Et finalement, la question, c'est pas est-ce que j'ai donné la bonne réponse ou est-ce que j'ai pas donné la bonne. C'est est-ce que je fit avec cette base-là, quoi. tout à fait. Et non, mais tu l'as très bien résumé, en fait. Et ça, c'est notamment, enfin, on touchait un peu sur les différences de culture. En fait, on a beaucoup changé avec le leadership américain et la manière dont ces boîtes-là et ces personnes-là pensent le recrutement, qui, je pense, a des côtés très intéressants. C'est de se dire une boîte, c'est juste une somme de gens, en fait, qui ont des talents, qui ont des opinions et des capacités de réflexion. Et en fait, si on recrute les bonnes personnes et si on a les meilleurs, en fait, on sera les meilleurs. La Aircall sera la meilleure boîte. Et on est dans un marché qui est ultra compétitif. Enfin, je peux te passer 10 minutes et te lister les compétiteurs qu'on voit. On en découvre presque quasiment tous les jours. Tu vois, il y a des Ringover, Dialpad, RingCentral, Talkdesk, Ouais. CloudTalk, JustCall, machin. Dans un marché qui change tout le temps, avec de l'IA qui vient tout chambouler de gauche à droite, etc. Des partenaires stratégiques tels que des CRM ou des helpdesk qui d'un coup font leur truc, après bossent avec nous, en fait bossent plus avec nous, etc. Et c'est un job qui est très dur dans un marché qui est très dur. Et la question, c'est, en tant que moi, PM chez Aircall, est-ce que si je te ramène dans l'équipe, est-ce que je vais devoir te porter à bout de bras ou est-ce que tu vas m'aider? Est-ce qu'on va pouvoir avancer ensemble? Et c'est vraiment ça qui drive en fait quasiment tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, au final, quand tu passes tout ce process-là, qui encore une fois est long et difficile, quand tu arrives chez nous, on considère que tu es smart, tu as envie d'avancer, tu vas avoir de l'impact et tu vas être responsable de ce que tu vas faire. Donc en fait, on va te donner beaucoup plus de liberté que ce que j'ai vu dans d'autres boîtes. C'est-à-dire que Ouais. tu as un problème, tu le règles. Tu veux aller à gauche, et alors que la direction c'était aller à droite, bah en fait tu vas me pitcher l'idée et puis on va discuter, et puis en fait normalement tu vas me convaincre parce que c'est ton job, et on va dire bah ok tu sais quoi banco on va à gauche, et ça te demande par contre d'avoir une densité de talent qui est assez hallucinante.
Et ça a un coût aussi sur le fait de trouver les candidats, être capable d'attendre avant d'avoir le bon candidat, la bonne personne qui arrive. On a eu Ouais, des trous dans l'équipe qui ont duré plusieurs mois, tu vois. Et ça, ouais, c'est un coût qu'on est prêt à payer aussi. Il y en a qui le payent différemment. Je pense à des Voodoo et autres qui ont tendance à plutôt faire rentrer beaucoup de gens, sortir beaucoup de gens rapidement. Et si tu arrives à survivre 1 an, 2 ans chez eux, tu es une rockstar comme à Netflix aussi. Nous, c'est pas forcément le truc qu'on prend. Et du coup, le mindset là-dedans est hyper important. Et mindset, capacité cognitive et capacité d'apprentissage sont clés. Et donc, juste pour répondre en 2 mots à des petites questions que j'ai vues dans le chat, c'est complètement acceptable de prendre des notes par ordinateur. L'idée, c'est pas du tout, si on entend une touche de clavier de disqualifier le candidat, c'est, un candidat qui prend des notes par ordinateur, il y a un risque plus élevé qu'il soit en fait sur ChatGPT. Et on va venir tester ChatGPT avec la qualité de ses réponses et avec la manière dont il a de répondre, mais pas du tout le fait de prendre des notes, c'est pas disqualifiant. Et le flow, il dure quasiment 8 ou 9 steps en comptant les aspects RH, après discussion salariale tout à la fin. Il y a, il y a des rendez-vous avec l'équipe, il y a une interview avec le manager, il y a 2 cases en live, il y a un meeting avec le CPO, il y a un meeting qu'on appelle bar raiser. La question c'est, est-ce que quand on ramène cette personne-là dans l'équipe, est-ce qu'on fait monter le niveau global de l'équipe ou pas, ou est-ce qu'on va venir diluer les talents? Et, euh, et c'est très dur de passer tout ce process-là, ça peut être très long, ça demande beaucoup ouais, d'énergie. Et par contre, ça demande de l'énergie des 2 côtés, c'est-à-dire pour le candidat et pour nous aussi. Et le mindset, c'est clé. Par contre, ça ne peut pas préempter les capacités analytiques. C'est-à-dire que, dernière étape du process, c'est-à-dire que si à un moment ça trébuche, c'est non. Si à un moment il y a un des PM, le CPO, le bar raiser, le manager qui dit non, j'ai vu un truc, ça me plaît pas, à moins qu'un autre panel soit hyper convaincu du candidat, et à ce moment-là, il y a un débat, en général, on va dire non, ça le fait pas. Parce que le fit n'est pas bon, parce qu'il y a un risque là-dessus, parce que les capacités analytiques sont pas assez fortes, ou parce que le mindset n'est pas le bon. ouais, ouais. En fait, il y a pas ce truc un peu, cette connexion émotionnelle très forte que tu peux avoir avec certains candidats dans les process de recrutement, dans certains process de recrutement que j'ai vus et font que, ok, même si il y a un ou deux trous dans la raquette, bah, en fait, on a quand même envie de bosser avec cette personne, ça va bien se passer au quotidien, ça va être cool. Euh, Il y a moins ce truc-là, quoi. Tout Euh, à fait. Et non, Vincent. juste Ouais, un truc, vas-y, il y Adrien. a Inès qui a posé une question super intéressante sur les personnes qui sont plus introverties et qui peuvent être disqualifiées par les cas en live. Ouais, clairement. C'est alors oui, c'est un vrai risque. Inès, merci de poser la question. Maintenant, alors il y a 2 choses. Un, on essaye de faire attention à ça. L'idée, c'est pas, on met pas les candidats dans une cage avec des lions et on leur dit: «Réponds» et puis s'ils paniquent, ils arrêtent. Maintenant, il y a aussi une capacité à, on sait tous que le job de PM, c'est pas que des capacités analytiques sur une feuille blanche, sinon on serait tous, sortis de l'ENS. Il y a une capacité de compétences sociales, une capacité à venir discuter avec des gens, à onboarder parfois des profils go-to-market qui sont pas forcément toujours faciles à gérer, qui peuvent être parfois très émotionnels. Et les capacités, être extraverti, être capable d'avoir des discussions, de répondre du tac au tac et de gérer par exemple un coup de pression que tu prends en live dans un meeting par un VP ou un C-level, bah, ça fait partie du job. Et nous, ça va pas forcément être disqualifiant, mais ça va faire partie de l'analyse aussi. C'est-à-dire, est-ce que si je te recrute en tant que staff PM chez Aircall dans mon équipe, est-ce que je vais pouvoir moi te mettre en face du CEO et avoir confiance sur le fait que tu vas tout délivrer? C'est une des questions qu'on se pose pour la plupart des profils. Et le fait d'être très introverti ou d'avoir besoin de beaucoup de temps de réflexion, c'est en aucun cas disqualifiant. Par contre, c'est un des aspects qu'on va évaluer. Et le job de PM a une composante, je pas envie de dire extravertie, mais a une composante sociale et de communication Ouais, qu'on peut pas ne pas tester. ouais, en effet. C'est intéressant. Tu as aussi la question, t'as aussi la question de Lisa sur, bah, en effet, t'as des gens qui vont pas forcément avoir à l'instant T le mindset attendu, mais qui ont peut-être une capacité d'évolution. Bon, évidemment, ça va pas être sur des rôles de staff product parce que staff product, c'est surtout la somme auquel ils sont payés aux États-Unis. Bon, bah, t'attends que ce soit une rockstar. Mais par contre, j'imagine sur des postes de product plus confirmés, 4-5 ans d'XP, euh, j'imagine que c'est quelque chose que tu regardes, la capacité à évoluer en fait. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des changements intéressants. C'est-à-dire quand on était sous leadership français qu'on recrutait, alors je mets des gros guillemets à la française, en fait, on ne recrutait pas de juniors. Ce qui pour moi, je pense, c'était un peu une erreur. Là, maintenant, on le fait. Maintenant, il y a un ratio junior-senior qu'il faut qu'on se doit de garder quand même.
Et il faut que les juniors, Ouais. en fait, ils aient l'accompagnement perso, qui fasse qu'ils puissent grandir correctement, parce que c'est quelque chose qu'on leur doit aussi quand on les fait rentrer. Donc on a quelques profils juniors où on se dit là, toi, il te manque un peu des compétences analytiques ou des capacités de communication pour que je te puisse te mettre en face d'un CPO ou de gérer un truc complet. Par contre, je te sens bien, et d'ailleurs on l'a fait avec des mobilités internes il y a 1 mois et demi de ça. Je te sens bien, je sens que tu veux apprendre et je sens que tu as la motivation. Allez, viens dans l'équipe et moi je vais investir sur toi et on va, en tant qu'équipe, investir sur toi parce qu'on est sûr que tu vas devenir un excellent PM après. Et pour l'instant, ça marche très bien. Maintenant, il y a un ratio à garder. Effectivement, tu peux pas mettre tes juniors comme ça sur tous les scopes. Il y a des trucs qu'il faut garder un peu. On a un moment cherché pour changer complètement notre plateforme de revenus avec le potentiel de, si tu fais une connerie, en fait, tu paies tout le revenu de la boîte. Tu peux pas mettre ça entre les mains d'un junior, même si il réfléchit bien et qu'il a le bon mindset, quoi. Non, en effet. En effet. Et, et alors, attends, Vincent, toi, tu parles de Netflix et du paradigme Netflix où tu as beaucoup de talent et il faut prouver l'impact et se remettre en question sur notre collaboration. Je vois quand même des scale-up qui ont ce mindset-là en France. Et c'est vrai qu'elles vont plutôt être portées par euh, un mindset anglo-saxon, quoi. Soit les fondeurs ont fait le Y Combinator ou quelque chose d'équivalent, ou tu as un fonds d'investissement derrière qui est américain ou anglo-saxon, soit. Mais c'est le cas, c'est pas mal le cas. Tu vois, je te donne un exemple. Nous, on a travaillé avec une boîte qui a fait sa série B, là, qui l'a annoncé en début d'année, qui s'appelle B-Sport. Canon, je vous invite à aller voir. Pas très connu en France, mais c'est pourtant des Français qui ont créé ça. Euh, et c'est totalement ton mindset là. C'est vraiment, on place la barre très très haut. C'est un SaaS verticalisé pour les salles de sport. On place la barre très 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 haut. On montre l'impact à chaque fois. On donne beaucoup de confiance. On collabore. Enfin, et en fait, t'en as pas mal en vrai des comme ça. Il suffit de regarder et de parler aux gens qui sont un peu qui bossent. Typiquement, je pense que Mistral, c'est très comme ça, à mon avis, la culture chez Mistral. Euh, ok. Et alors, du coup, Adrien se pose la question. Je te pose la question aussi, parce que moi, j'ai vu des products sur lesquels on a travaillé. Euh, ok, mais dans quel squad je vais travailler, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que tu orientes un product qui arrive chez toi? Et comment est-ce que je navigue en interne? Sur quoi est-ce que je vais bosser finalement, si je suis pas Ouais. recruté définitivement pour tel ou tel squat, quoi. Alors ça, c'est un des problèmes qu'on a. Soit on a un poste qui est ouvert, on cherche quelqu'un et on s'interdit pas des profils parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences techniques ou l'expérience technique du terrain. Et dans ce cas-là, on est capable de dire tu vas venir travailler sur à peu près ce scope-là. Je sais pas, je dis n'importe quoi, l'expérience admin, le user provisioning, ces choses-là. Parfois, on est aussi quand même, parce qu'on sait que ces profils-là sont rares, toujours un peu en recherche de pépites. Et le timing de pépites, par exemple, il y a des candidats avec qui on a discuté, avec qui on a envoyé des offres, et en fait, ça l'a pas fait pour des raisons X ou Y. Parfois, ces candidats vont revenir et se remettre à être à l'écoute du marché. Ça vaut le coup d'initier une discussion parce que tu sais que si ce candidat qui est une pépite et que tu as déjà validé par un process en interne repart pour un tour, il est parti pour 2-3 ans et tu risques de le rater. Donc parfois, ça nous est arrivé aussi de relancer les discussions alors qu'en fait, on n'en a pas besoin parce que Mm. l'opportunité est là et qu'on s'est dit, il vaut peut-être mieux avoir quelqu'un là maintenant et on va trouver des choses à faire plutôt que d'attendre d'avoir un besoin et de ne pas pouvoir le remplir. Par contre, ça mène à des discussions très floues de rejoins-nous et tu verras. Ça sera peut-être un ou deux ou trois ou quatre ou peut-être plusieurs, on verra bien. Et ça, c'est pas très agréable pour le candidat. C'est pas très agréable pour nous non plus, même si on essaie de loquer le profil. Et ça demande de faire beaucoup confiance à la boîte. Maintenant, on a tellement de trucs à faire qu'on trouve Ouais. toujours. Et en fait, il y a des candidats qui ont été mis sur des scopes qui pourraient avoir été perçus comme des scopes un peu garage ou moins intéressants, quand on fait des trucs de ouf et qui sont passés sur le devant de la scène. Et ça change. Les changements de scope, les mobilités internes, c'est vraiment un truc auquel on croit très fort chez Aircall. Et, Mm. Et concrètement, comment ça se passe? T'as quelqu'un qui arrive chez toi, enfin chez Aircall. C'est quoi? C'est les projets qui tombent? Vous allez coller aux projets qui tombent? Ou alors c'est en fonction des affinités ou en fonction des skills?
C'est alors en fonction des skills et encore une fois de mindset. Tu vois, je te donne 2 exemples. Par exemple, il y a un côté tous les SCO, Percol ont pas forcément les mêmes besoins en termes de capacité d'abstraction et de créativité dans le design, en termes de capacité d'analytics, en termes de problem solving, si tu veux, par exemple. En fonction de ce qu'on a vu, nous, des candidats et des besoins qu'on a, en fait, on va essayer de faire le meilleur matching possible. On a aussi une composante dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la gestion des localisations. On va pas se lancer sur remote, pas remote, etc. Nous, on essaie de faire au mieux. Et en tout cas, un truc qu'on a observé, c'est que des équipes ou des squads avec un leader engineering, un product, un design qui sont dans une zone géographique, alors peut-être pas forcément dans le même bureau, dans une zone géographique qui est colocalisée, ça marche quand même beaucoup mieux. Donc, on a aussi cette composante-là. Si on a un PM qui est dispo, qu'on pourrait mettre sur un projet, mais que toute la team, et le gars, je pars en Espagne par exemple, toute la team est sur la West Coast américaine, en fait, on sait que ça va être chaud. C'est pas insurmontable, mais ça va vraiment être chaud. Et il y a on a fait des choses où en fait on a mis des PM avec des PM américains avec des devs européens. En fait, on est en train d'en revenir parce que c'est trop galère, parce que 9 heures de décalage horaire pour bosser correctement, C'est beaucoup, ouais. c'est C'est trop quoi. beaucoup. C'est beaucoup. Ok. Et une fois qu'ils sont une fois que tu as des profils en interne, bon, derrière, c'est un peu la beauté du modèle américain, c'est que l'évaluation ne se termine jamais. Elle est toujours, t'es constamment en phase d'évaluation. Et je pense que les plus gros représentants de cette culture-là, c'est Amazon, où tu as des entretiens d'évaluation limite tous les mois, quoi. Tu as des gens qui doivent repasser, tu sais, des entretiens et qui se rendent compte qu'ils ne passeraient pas la barre pour les entretiens, pour le job qu'ils sont en train d'effectuer. C'est assez drôle, c'est assez cocasse. Comment est-ce que vous attendez quoi tu vois, de product qui arrive chez vous? C'est quoi les premiers wins à avoir, la façon de naviguer les premiers mois? C'est alors, nous d'ailleurs, on est très proche d'Amazon dans la culture, pas forcément sur le retour et le fait de repasser des entretiens pour le job que tu as déjà, mais la plupart de nos leaders en fait sont passés chez Amazon. Et donc on a récupéré quand même une certaine culture. Et pour revenir sur une question un peu plus tôt de Pierre-Olivier sur est-ce qu'on peut caricaturer US soft skills versus hard skills en France, non pas vraiment, parce qu'en fait au sein des US, alors déjà je connais pas mal d'Américains qui, en niveau soft skills, auraient beaucoup à apprendre de certains Français, mais en plus de ça, il y a quand même il y a des cultures très différentes. C'est-à-dire que un ancien PM de chez Google va pas du tout bosser pareil qu'un ancien PM de chez Meta et pas du tout bosser pareil qu'un ancien PM de chez Amazon, par exemple. Et sans trop passer de temps là-dessus, Amazon, ils ont tendance à être très business-centric, c'est-à-dire c'est quoi l'impact, pourquoi, on fait des notes Ouais. stratégiques, on avance, on se pose pas de questions. Google, ils sont beaucoup plus sur l'expérience, résoudre le problème, faire un truc qui apporte de la joie à l'utilisateur. Et le dernier que j'avais donné qui était Meta. Meta, ils sont beaucoup plus, en tout cas dans mon expérience, beaucoup plus politique dans la manière d'aborder les choses, c'est-à-dire, je veux faire un truc, je le fais. Il y a un peu vraiment ce move fast and break things dont ils ont parlé il y a une dizaine d'années de ça, c'est-à-dire que s'il y a un problème, j'estime qu'il y a un problème intéressant, en fait, je vais me débrouiller. Je vais prendre un dev sur son temps perso, en fait, on va faire un truc, et si on fait un bon job, en fait, ça va devenir notre job à temps plein, on va créer une squad, et en fait, on va créer notre propre projet. Et, et ça, c'est quand même hyper différent. Donc, je sais pas si on peut caricaturer US versus France, parce que même au sein des US, en fonction des grosses boîtes, on va dire, de là-bas, il y a des grosses diffs. Maintenant, pour revenir sur ta question, comment est-ce qu'on mesure la capacité d'un candidat à bien s'implanter dans la boîte? On pose des jalons. Il y a en général 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est un peu ce qu'on se dit. Ce que je demande aux candidats qui nous rejoignent et ce qu'on a fait d'ailleurs avec les profils sur lesquels on a bossé ensemble, c'est je veux que les grands jalons, c'est jour 1, tu es installé, IT, tout ça, c'est réglé, il y a plus de problème. On a une stack qui est pas très compliquée, donc en fait, tu dois te gérer. Tu as Aircall. Tu as Slack et Aircall. Ouais, Slack, Aircall, Google, terminé. Voilà. Donc jour 1, tu es installé. Après la première semaine, tu as vu tout le monde. Les VP, les get to know, les salut, je suis le nouveau PM de machin, ton dev de machin, tout ça. Ça, c'est au bout d'une semaine. Et au bout d'1 mois, j'attends de toi que tu sois meilleur que moi sur ton scope. C'est un peu le truc. Alors oui, j'ai 3 années d'avance. Maintenant, je fais ça sur 8% de mon temps. Donc normalement, on doit être capable d'avoir des réflexions. Et en général, quand c'est pas le cas au bout d'1 mois, c'est que ça va commencer à ramer un peu. Au bout de Ouais, 2 tu mois, sens un pattern, ouais, toi, toujours, au bout d'un toujours. mois, Parce c'est que pas le cas. une personne qui comprend, elle passe toute sa journée pendant 1 mois là-dessus. En fait, elle devient bien meilleure que toi, bien meilleure que le CPO. Et c'est normal, c'est son job. Ouais. Donc il y a ce jalon-là, 1 mois qui est hyper important.
Et après, si ça se passe bien, en général, les jalons à 2 et 3 mois. À 2 mois, c'est je vais pouvoir te mettre en face du CPO et tu vas avoir une discussion intéressante et en fait, on va pouvoir avancer. Et tu commences à prendre tes propres décisions. Et à 3 mois, c'est là, on passe en run, c'est-à-dire que je te donne beaucoup plus d'autonomie. Je vais passer du temps avec ceux qui en ont le plus besoin. On passe on se voit toutes les 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine à 1 fois par semaine, juste par exemple. Et je te fais confiance pour me soulever les problèmes qui arrivent et les escalades quand il y en a besoin. Et là, tu es un PM dans le run et que tu es 3 mois, 6 mois, 9 mois, en fait, ça va être à peu près. On estime que tu cruises, ça y est, t'es parti, quoi. Make sense. Make sense. On a une question qui revient avec Inès et Selma je crois qu'on l'a un peu abordé sur euh, les exigences entre un senior et un profil un peu plus junior. Vu que vous recrutez des gens un peu juniors aussi, où est-ce que tu replaces la barre en termes d'évaluation et puis derrière en termes d'onboarding aussi, Adrien? Ouais, alors évidemment, enfin, les jalons que je t'ai demandé sur ces trucs-là, ça s'applique beaucoup plus à un senior qu'à un junior. Si on décide de parier sur un junior parce qu'on estime que c'est une personne qui a les capacités et qui a le mindset, on va étaler ça sur beaucoup plus. On va à peu près doubler toutes les Ouais. distances et en fait, on va étaler ça sur 6 mois. J'attends quand même d'un junior qui soit plus à l'aise en 2 mois que moi sur son scope, mais on va leur donner beaucoup plus de temps et on va être beaucoup plus souple là-dedans parce qu'on a décidé de faire un pari et d'investir ce temps-là. Sur les entretiens, qui était, je pense, la question de Salma sur laquelle Inès a rebouclé, c'est la différence entre un senior et un junior se voit dans 2 trucs, se voit dans les cas et se voit dans le fit avec l'équipe. Je dis ça parce que en fait, la grosse différence entre un senior et un junior, c'est pas tant l'intelligence, c'est plutôt la capacité à se présenter de la bonne manière. Et, Hmm. en fait, un junior, par exemple, typiquement, erreur de junior, va trop parler en entretien. Si je commence un entretien pour un poste dans mon équipe et qu'on se parle, si je te demande de commencer par te présenter en quelques minutes, ça peut pas durer 17 minutes. Et je me fiche de savoir quel stage tu as fait, par exemple, entre le lycée et l'université, ça m'intéresse pas, c'est pas forcément pour ça qu'on se parle. Donc, c'est aussi une manière de tester le candidat, c'est-à-dire est-ce que quand je te pose une question, tu es capable de répondre, point. Et tu vas pas y passer 25 minutes et tu vas juste m'apporter la réponse. Et je reviens sur la culture Amazon qui est encore une fois très comme ça. Un senior, en général, il va dire voilà, moi, je sors de ça, j'ai fait ça, mon projet principal c'est ça, et avant j'étais là, point. Et en fait, c'est ça. Et si moi je suis intéressé après en tant qu'intervieweur, je vais venir creuser là-dessus. C'est intéressant. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce que tu as fait là, ce que tu as fait là, ce que tu as fait là? Donc, on voit ça entre un junior et un senior. Et on voit ça dans les cas en général, parce que la différence entre un junior et un senior, c'est l'expérience. Donc en général, un senior PM, il va être beaucoup plus percutant sur, pas forcément le cas de product design, c'est plutôt le cas d'analytics, avec, OK, la conversion, c'est je définis la conversion comme ça, ça, ça. Donc ce que je vois, c'est que si la conversion elle baisse, ça peut être soit ça, soit ça. Je vais creuser. Est-ce que on a des mesures de ce truc-là? Oui, non. Est-ce qu'on a testé ces choses-là? Et ça, un junior peut le faire aussi, hein. Et si un junior le fait, excellent, il rejoint l'équipe et d'ailleurs, il aura probablement une offre de senior. Mais c'est là qu'on voit la différence, en général, sur la capacité à se présenter et à être, on va dire, percutant et sur le cas, on va dire, de grosses products. Ouais, parce que je reprends un bout de phrase que tu as dit. En fait, vous faites les offres à la fin en fonction du niveau que vous avez décelé de la personne pendant les cases. Ce 100%. qui et pas 100%. en fonction de est-ce que avant il était CTO ou CPO ou est-ce que avant il avait ça comme salaire ou on est plutôt sur une grille skills et salaire déterminée en fait. C'est ça. On a à peu près 5 niveaux de seniorité PM dans la grille. Et en général, quand on a une idée du scope, quand c'est pas le cas, on est beaucoup plus souple, mais quand on a une idée du scope, en général, les scopes, en fonction de la complexité, vont être plutôt senior staff ou plutôt junior, on va gérer ça. Et dans ces contraintes-là, après, en fonction de comment le candidat a performé, à quel point on le veut et quelles sont ses attentes, en fait, on s'adapte. Ouais, bon, en vrai, c'est un grand classique hein, dans le milieu des scale-up. Ouais, Et c'est pour ça j'imagine. que J'imagine. parfois, t'as des incompréhensions, tu as des gens qui viennent de boîtes un peu plus petites où la marge de négo était plus grosse. Et en fait là, c'est plus le cas. Tu as peut-être t'as peut-être un petit 5% de négo, mais s'ils veulent vraiment bosser avec toi, mais pas beaucoup, beaucoup plus. Le problème, c'est qu'il faut aussi Euh, gérer ton équipe en interne, tu vois? Qu'est-ce que ça dit de toi si, tu laisses rentrer quelqu'un qui est pas au niveau, à un niveau de seniorité qui est au-dessus de certaines personnes qui délivrent bien, tu vois? C'est pas honnête. C'est pas honnête pour eux et en tant que ouais, management, tu vas te créer une dette, enfin, ça va être des sujets chiants à gérer après. Donc nous, ça nous est arrivé plusieurs fois.
de dire là, ce candidat-là, on est prêt à le faire rentrer, par contre pas au-dessus de tel niveau. Parce qu'on estime qu'en fait, il les a pas, tu vois? Et après, c'est à lui de voir si, il veut accepter l'offre ou pas. Ouais. Et puis je reviens un peu à cette question des levées de fonds et des investisseurs. Elle est vachement importante. Elle a pris, je pense, elle a eu comme conséquence, les levées de fonds plus dures, ça a eu comme conséquence que tout l'écosystème s'est mis à apprendre ce que c'était un PNL et s'est mis à gérer un PNL comme si tu étais en fait un mini CEO de ton. Et donc, tu as des CMO qui gèrent leur PNL, des CPO ou des product directors qui gèrent leur PNL. Et donc, tu gères en fait ton nombre de personnes, les salaires, les charges, les machins, etc. Et tu as même des VP data de chez Conto qui peuvent t'expliciter exactement c'est quoi la marge nette de leur équipe de 60 personnes à la data, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc, Ouais, c'est un mindset important. tout à fait, ouais. Euh, non, écoute, c'est hyper important. On n'a pas parlé d'IA dans tout ça, ou très peu, Adrien. Est-ce que c'est un truc que tu évalues, que vous évaluez pour des questions de. Enfin, comment est-ce que vous l'évaluez dans les entretiens? Oui, on l'évalue, c'est plutôt sur l'aspect, skill technique, on va dire, mais ça touche un peu au mindset aussi. C'est-à-dire qu'on va pas forcément bon, je pense que la philosophie, tu l'as capté, depuis le temps qu'on en parle, mais personne va se faire disqualifier pour une réponse qu'il a donnée sur l'IA et on va pas se dire si tu bosses pas avec Lovable, par exemple, ou avec V0 ou avec, tout autre tool de prototyping, par exemple, tu ne viens pas chez nous. C'est pas vrai. Si tu as le mindset, si tu as l'envie d'apprendre, en fait, je vais te foutre, Lovable entre les mains et en 10 minutes, tu es plié et tu sais faire du prototyping. Après le reste, c'est du prompt engineering et tu peux aller tweaker, 3 trucs et ça, tu vas l'apprendre. Par contre, c'est quand même assez révélateur du mindset. Quelqu'un qui a la dalle, qui s'intéresse, qui a envie d'apprendre et en général qui est assez aligné avec ce qu'on cherche dans un product un peu senior, aura testé quelques outils, voire aura presque, un membership cloud ou un truc comme ça. Sachant qu'encore une fois, c'est pas du tout un prérequis. Aura une opinion sur, les modèles qui marchent mieux et aura, au moins testé, Gemini dans, Google AI Mode, ou ces trucs-là, tu vois? Et si je posais la question d'ailleurs, c'est que qu'est-ce que tu penses de l'IA? Est-ce que, comment ça va impacter le job de PM? C'est une question qui revient assez souvent, tu vois? Et il peut y avoir plein de très, très bonnes réponses. La Ouais. pire que tu puisses me donner, c'est: «Bon, je sais pas trop, on verra, ça va vite», tu vois? Ça peut te Je disqualifier. pense pas que ce soit aussi impactant qu'on le dit. Tu as des réponses comme ça aussi de temps en temps. Ouais, j'en ai, tu vois? Mais à la rigueur, tu vois, ça, c'est presque même pas une mauvaise réponse. C'est-à-dire que moi, j'y crois pas, intéressant, explique-moi, tu vois? Et là, on va avoir une discussion et Mm. quelqu'un qui j'ai jamais vu, hein, mais quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Écoute, moi, l'IA, j'y crois pas du tout, ça va exploser, c'est du vent», je m'attends à ce qu'il y ait un peu de réflexion derrière et pas, juste les Américains, c'est tous des cons et de toute façon, ça marche pas et on va aller élever des chefs dans leurs actes, tu vois? Et ça peut être une discussion très intéressante, juste parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que t'as pas raison ou que j'ai pas raison d'une certaine mesure et là, ça va être hyper intéressant. En fait, j'ai besoin d'une opinion. Une opinion et d'être capable de la développer et après si quelqu'un me dit: «Bah, ouais, putain, moi j'ai testé ça, ça marchait pas du tout, j'ai essayé j'ai fait mon» bah, tu vois, j'ai fait des slides avec Gamma, c'était nul, ou alors c'était trop bien et tout, ça c'est hyper positif. Mais on va tester ça parce qu'en interne, nous, on utilise, 36 000 outils, d'IA pour bosser. On est toujours en train de tester le dernier truc qui sort et là, on a du budget pour le faire et ça, c'est quand même très, très cool. Ouais. Donc tu vas être mis dans ce bain-là en tant que PM, chez Arcolo, quoi. Et sur votre produit, vous investissez quand même pas mal en IA Ouais. également. Non, ouais, petite dernière question. Avant ça, dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de ce live, vu on va se quitter dans une minute ou deux. Moi, j'étais très content de passer ce moment avec vous et avec toi, Adrien. Dites-nous un peu ce que vous en avez pensé, ce que vous retenez. Non, tu dis quoi, toi, tu fais quoi comme feedback aux candidats qui passent pas la barre, mais presque, tu vois, qui sont pas très loin. Tu leur dis J'ai quoi pour les aider à progresser? Dans la mesure du possible, on essaye à partir du moment où le candidat, il va passer l'étape, du premier case, c'est-à-dire il faut quand même qu'il ait fait un peu le premier tiers du flow, si tu veux, on essaye et je sais que c'est une vraie frustration du candidat et j'ai été dans cette situation-là aussi, on essaie de donner un retour honnête aux candidats parce qu'encore une fois, on estime que c'est ce qu'on leur doit. Ils ont investi du temps pour regarder Aircall, pour faire des cases et cetera. On leur doit aussi ce retour-là, donc le retour, il est toujours honnête. Alors après, il est pas toujours
aussi détaillé que ce que voudrait le candidat, mais il est toujours, bah, voilà, en fait, sur ce cas-là, par exemple, tu pas passé la barre parce que, 1, 2, 3, 4, 5 et hem et en Mais général par exemple, tu vois, pour des gens qui s'apprêtent, je sais pas, moi, je dirais après ce live à postuler chez Aircall, euh, tu leur donnerais quoi comme conseil, Adrien? c'est, putain, c'est une bonne question, j'étais pas prêt à celle-là. Attends, donne-moi, conseil, postuler Aircall, déjà faites-le, vachement chouette. Ensuite, on a toujours, enfin, encore une fois, je l'ai dit, mais on a toujours des offres, on est toujours, en recherche de gens smart, que ce soit en France, en Espagne, en Europe, aux US, donc n'hésitez pas. Soyez concis, honnête, franc et percutant dans vos réponses. C'est nous, c'est ce qu'on teste. En fait, il y a trop d'incertitudes dans le monde sur l'IA, sur le marché, sur le business model, sur la compétition, sur machin, pour en plus en rajouter une couche dans, parler trop, donner trop d'adjectifs et cetera. Il y a vraiment ce concept chez nous de empty calorie phrases. C'est en mode: «Arrête avec les objectifs, very et très et machin, ça sert à rien, juste, pose une question, tu réponds, donne la bonne réponse, on avance. Te laisse pas désarçonner par des questions qui parfois sont pas faciles», parce qu'on en a des questions exotiques qu'on teste aussi pour voir un peu si le candidat il perd ses moyens ou si je le mets en face d'un VP, sales par exemple, qui pose des questions un peu dures, est-ce que le candidat va bien réagir? Et si ça le fait pas, c'est pas une fatalité, c'est comme, presque envie de dire, c'est comme une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a un fit, dans un sens, dans l'autre. On a des candidats qui ont se dit: «Bah ouais, j'ai adoré, le process et tout, par contre Aircall, je le sens pas, c'est pas mon entreprise, c'est pas le moment, c'est pas ma taille de boîte, c'est pas ce qui me fait marrer, j'ai préféré ça» et ça arrive donc en fait, surtout vous découragez pas, hem, postulez, 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 utilisez, bien sûr The Product Crew si vous pouvez, c'est quand même toujours cool et hem et vous découragez pas parce qu'il y a tellement de facteurs de chance qui font que ça peut le faire ou pas, que c'est pas parce que vous avez pas un job que vous êtes pas au niveau, quoi. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Chaque entretien est là pour en apprendre un peu plus sur soi et sur le précédent, et sur la prochaine fois. Donc voilà, nous on donne pas mal de conseils par rapport à ça. On sait que le marché est dur en ce moment, mais il y a toujours des voies, il y a toujours des solutions. En tout cas, merci à toi, Adrien, merci à vous tous. Je vois vos retours arriver dans le chat, c'est ultra appréciable. Et à bientôt pour un nouveau live TPC. Là, on en a encore d'ici la pause hivernale. Donc voilà, et bon appétit.